Alors, eh bien, on va revenir avec notre dernier panel de la soirée, ma chère Catherine. Là, on est tombé vraiment dans les sous-sols, dans le côté vraiment noir de ce transport-là, de notre rapport au transport. On a défait complètement notre optimisme. Et là, on va revenir avec des gens qui voient la vie en rose. Ils ont des lunettes très puissantes. C'est Michel Labrec, notamment, Martin Trépanier et vous-même, Catherine Morancy. Alors, on les applaudit. On les invite sur scène. La vie en rose avec Michel. La tâche est très lourde pour eux pour terminer cette soirée. On va parler donc, faire un peu de prospective avec eux. Auparavant, une question. Quelle part des déplacements quotidiens pourrait se faire à pied ou en vélo? Alors, selon vous, est-ce que c'est moins de 10 %, c'est entre 10 et 20 %, entre 20 et 30 % ou plus de 30 %? Vos réponses. Michel, il vote. Alors, je pense qu'on peut fermer le vote là-dessus. On va regarder les réponses. Donc, plus de 30 % des gens pensent que, en fait, on pourrait faire des déplacements à pied ou à vélo dans une proportion de 30 %. Catherine, est-ce que c'est vraiment, vous avez réussi votre travail d'évangélisation ou c'est des gens qui sont beaucoup plus optimistes que vous? Je pense que c'est eux qui ont les lunettes roses ce soir, mais bon, on aime mieux qu'ils partent dans cet état que dans l'état après le second panel, donc ne touchons pas à ça pour le moment. Bon, on va commencer, c'est ça, on va rester dans le positif. On va voir si d'ailleurs Michel va nous garder dans le positif. Michel, je rappelle qu'il est président, vous êtes président, Michel, de la Régie des installations olympiques. Vous êtes ancien président de la STM et moi, je vous ai connu comme Michel Vélo Labrec parce que dans une autre vie, vous teniez une chronique, notamment là-dessus à Radio-Canada. Donc, vous êtes sensibilisé depuis longtemps à ces questions. Si plus de la moitié des déplacements, Michel, domicile-travail s'effectue dans un rayon de 5 km, comment ça se fait que le vélo en tout cas, on a l'impression qu'il n'est pas si encouragé que ça par la ville. On a même récemment, on a vu encore dans l'actualité d'autres preuves de ça. Oui. Comment ça fait qu'on ne pousse pas pour plus de vélos en ville? Avant de répondre, quel sourire sur cette photo. Mon secrétariat a envoyé une photo incroyable. Bon, je réponds, mais je reviens à la réponse qui était donnée tout à l'heure. Et Catherine répond 30 % dans la région de dans le plateau Mont-Royal, par exemple, qui sont des quartiers assez denses, avec des conditions de cyclabilité qui sont importantes. On dépasse le 10 % présentement. 10 mais, 10 %, oui. Donc, c'est assez impressionnant. Mais sur le grand territoire, là, on est à 2-3 %. Donc, quand on va atteindre 10 à 15, ça va être énorme. Et à votre question, les grandes qualités du vélo sont son principal défaut, c'est que ça ne coûte pas cher. C'est une solution qui coûte tellement peu cher que dans ce qu'on appelle l'économie PIBienne, il n'y a pas, quand vous marchez ou vous pédalez, vous n'avez pas, on pourrait faire le cycle de vie, puis les effets sociaux, puis la santé, puis tout ça, mais il y a peu d'impact économique. Il n'y a pas de MOSC du vélo. Il y a un MOSC qui d'ailleurs consomme 8 000 $ par minute de capital pour faire des voitures déficitaires. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'industrie. Donc, quand vous abordez cette question-là du vélo, c'est tellement peu cher que c'est comme si ça passait sous le radar. Je pense dans un tableau qui était présenté par le directeur de l'école au tout début, vous aviez un tableau avec abscisse ordonnée et puis les piles à hydrogène, tout ça, le vélo n'était même pas sur la carte. Parce que, donc, c'est cet élément-là, à mon avis, qui est déterminant. La mobilité douce ne coûte pas suffisamment cher. Et donc, les pouvoirs publics sont un peu pris avec ça. Je vais vous donner un exemple, et là, je ne fais pas de critique ou d'analyse. Pour promouvoir la formule électrique, il y a eu un événement, l'année dernière. On s'en souvient. Qui a reçu du financement équivalent à 3 fois ce que le Tour de l'Île a eu en 34 ans pour promouvoir le vélo.
Fait que ça illustre un petit peu que c'est ça, c'est des solutions. Et ça me ramène à une chose sur laquelle je réfléchis beaucoup. Si on embarque dans les déplacements de proximité, dans des mobilités motorisées, que ça soit essence, diesel, électrique, pile à hydrogène ou pète de fleurs, on est dans un système motorisé. Et conséquemment, il y a en lien avec ça, parce qu'on est du côté des solutions, il faut beaucoup, beaucoup agir sur ce qu'on appelle la mobilité de proximité. Donc, comment sont construites nos villes? Comment sont aménagées nos rues? Donc, tout ça est fondamental. Mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté forte. J'écoutais tout à l'heure M. Tanguy nous dire qu'en Allemagne, pour des trucs qui ne font vraiment pas partie de la vie des gens, notamment le transport avec de l'hydrogène, on se prend des couloirs, puis on dit on va construire. Oui, mais là, tous ces pays-là, tous les germano-nordiques, vous avez quand même une industrie automobile allemande qui emploie 800 000 personnes. Fait que quand on prend des décisions, elles sont industrielles. Oui, c'est des décisions industrielles, je veux bien. Mais moi, je suis plutôt pour les gens, souvent les gens me disent par où on commence? On a l'impression que c'est gigantesque. On le voit, les études de la chaire en mobilité. On voit ces macros, les intrants. Mais il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire quand on est citoyen, citoyenne, sur la mobilité de proximité. Deuxièmement, il y a beaucoup de travail à faire sur la mobilité de destination. Quand on arrive à destination, à l'école, à l'université, à Polytechnique, on a juste à côté d'ici la centrale station, la station centrale, mal baptisée. Il n'y a aucun stationnement de vélo. Donc, c'est un nœud modal où on bascule d'un mode à l'autre, puis on ne peut pas. Fait que moi, ce matin, je m'en allais à Québec, je prenais l'autocar, je ne fais pas plus me stationner. Il a fallu que je vienne ici. Il y avait des stationnements à proximité. Donc, toute la mobilité de proximité. Au Parc olympique et dans toutes les entreprises, puis à Polytechnique, c'est pareil. Je ne connais pas vos politiques de mobilité, mais le stationnement fait partie de la culture. Le stationnement fait partie des places réservées. Le stationnement fait partie des politiques de remboursement. Au Parc olympique, c'était pareil. Tous les employés par convention collective avaient un rabais sur le stationnement. Bien, j'ai étendu ça à tous les employés pour toute la mobilité pour le même montant. Donc, Bixi, à pied, donc c'est le même montant, ce que j'appelle un versement, en quelque sorte, transport qui est équivalent pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup à faire comme individu du côté de son employeur en disant, quand j'arrive, est-ce que j'ai des stationnements de vélo? Est-ce que j'ai autour du bureau, est-ce que c'est agréable pour être à pied? Bien, carrément. Est-ce que j'ai des douches? Parce que des fois, des fois, on veut des douches. Des fois, on veut des douches, oui. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça peut être un élément complémentaire à l'offre. Mais je dirais que c'est ces deux éléments-là qui, pour moi, quand on dit où on peut agir, où on peut faire, il y a bien sûr les grandes politiques publiques, il y a bien sûr les élus dans les administrations publiques, il y a bien sûr... Mais comme citoyen et citoyenne, dûment informé, c'est vraiment, chez moi, mon pourtour, ma vie. Si les enfants, les données de Cyrano sont encourageantes, on veut des grands modes lourds guidés. Mais si les enfants, 70 à 80 sont déplacés à l'école en mode motorisé, vous regarderez dans les publicités de, comment ça s'appelle, là, Waymo. Waymo, c'est le véhicule autonome de Google. Mais qu'est-ce qu'ils proposent aux parents américains? Arrêtez de faire le taxi. Comme vous avez peur que vos enfants aillent à l'école à pied, c'est Waymo qui va venir les chercher. Fait qu'on va se retrouver avec 100 des enfants qui vont aller à l'école en Waymo, d'une certaine façon. Beaucoup de travail du côté de la mobilité de proximité puis la mobilité de destination. Moi, j'aimerais vous entendre sur ce qui est mieux depuis que vous avez commencé à militer dans le domaine. Il y a quand même des moyens d'espérer. Ça fait longtemps. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend heureux que vous ne voyiez pas il y a 20 ans? Pour moi, tout. Écoutez, on demandait des pistes là, mais les gens nous disaient « va-t'en en Hollande ». Puis moi, je disais, non, ce qu'on veut, c'est que ça soit Montréal, soit le Amsterdam d'Amérique. Ouais. Après ça, on dit, je me suis fait, je vous épargne, là, je suis vieux et militant, mais je vous épargne les coups que j'ai reçus sur la tête, que t'as un casse, les cendriers qu'on m'a vidé dessus, les pommes qu'on m'a tiré dans le dos. Moi, le matin, il y a 30 ans, le réseau cyclable tenait sur les doigts d'une main. Le matin, je prends Laurier à contresens. Non, moi, je ne suis pas polytechnicien en passant. Je suis seul, mais ils m'ont accepté parce que mon père est polytechnicien. Mon père, c'est un poly 55. Et je suis le neveu de 7 polytechniciens.
Il étudiait ici, à côté, Polytechnique, était sur la rue Saint-Denis. Et bon, fait que je reviens à mes moutons, là. Donc, il y a beaucoup. Moi, ma vie a changé. Les polytechniciens, le génie civil avec le jonc d'acier s'opposaient à ce qu'on roule à sens inverse dans les rues. Danger. Les polytechniciens ou les ingénieurs s'opposaient à ce que Bixi soit sur la rue. Ils proposaient des saillies de trottoir pour toutes les stations Bixi. Donc, il y a tellement à espérer quand on voit Mme Morancy qui dirige la chaire de mobilité durable, puis quand on voit des polytechniciens parler de cercles vertueux, puis tout ça, je me dis, c'est pas croyable. Mon père, il en serait mort. Il est décédé, mais... OK. On vous donne carte blanche pour faire un projet que vous considéreriez, Michel, vraiment important. Vous pouvez le faire là d'ici quelques années. Qu'est-ce qui est en haut de la liste? Je réécris le code de la sécurité routière avec un code de la rue et dans lequel je permets, dans toutes les rues qui ont 30 km, aux cyclistes de rouler à contresens sans avoir à faire de ligne au sol tous les printemps parce qu'elles sont effacées par... et ça changerait beaucoup de choses. Ça fait que je contrains la mobilité véhiculaire automobile de 1 tonne, 1 personne. Hein? Je la contrains par des centres, des contresens, des têtes bêches, tout ça. Et je facilite, parce que si moi je suis obligé de faire le détour, je n'ai pas d'avantage, je facilite ma mobilité. Ça a déjà commencé à Montréal, ils commencent à faire des rues de cette nature-là. Ouais. Et de ce côté-là, les polytechniciens, au sens les ingénieurs civils, vont apporter beaucoup parce que leur recherche, la diminution des accidents, les risques qui sont évalués vont nous permettre de faire avancer ça. Mais si j'avais quelque chose, ce serait ça. Mais enfin... Ben, écoutez, c'est déjà des bonnes idées qu'on lance comme ça. Pour revenir sur Amsterdam, c'est souvent cité en exemple, mais j'écoutais récemment un reportage sur la BBC sur la naissance du vélo partage à Amsterdam en 1965. C'est un polytechnicien d'ailleurs qui était derrière ça, un anarchiste polytechnicien, ça existe. Et il se faisait traiter de tous les noms. Hein. Le conseil municipal n'était pas derrière lui. Là, Amsterdam est cité partout. En exemple, en 1965, les white bikes, là... Exact. On a retrouvé beaucoup dans les canaux, dans l'eau. Mais j'étais les premiers vélos en libre-service à Lyon. Et tout à l'heure, je me rappelle, on parlait des applications mobiles. Oui. Bixi, hein, ou Vélib, c'est l'application mobile, plus que le vélo. Et c'est le fait, et Montréal, on a optimisé ça avec Michel Dallaire, c'est-à-dire que les bornes sont autonomes, panneaux solaires, on peut les déplacer, mais si je n'ai pas d'application mobile pour savoir si la station a des vélos, puis je peux me réancrer à une station de destination, donc l'application mobile qui me permet de savoir si j'ai des véhicules disponibles, des bicyclettes dans ce cas-ci, c'est fondamental. Ouais. Et ça, c'est un gros plus qui s'éteint. Et donc, les vélos en libre-service, tout ce qui est né dans les villes nouvelles dans les années 80 et ce qui est né à Amsterdam, il fallait aller porter une carte de crédit, il fallait le ramener au même endroit ou le laisser n'importe où avec les vols. Ça aussi, c'est un gros plus. Il faut savoir que les vélos en libre-service, c'est 10 % de la pratique à peu près. Mais cette pointe de l'iceberg-là a témoigné d'une popularité de déplacement vélo. J'arrête là. Mais pour parler de vélo libre-service, souvent, il faut parler de multimodal, et c'est ce dont on va parler avec Martin Trépanier. Mais juste avant, une question. Quel mode de transport est-ce que vous avez utilisé pour venir ici? Alors, sentez-vous pas mal? Vous pouvez dire que vous êtes venu en auto privée tout seul. Et on va vous laisser repartir. Est-ce que vous êtes venu en transport en commun? Est-ce que vous êtes venu en autopartage, en vélo partage, en vélo personnel, taxi ou autre? Et le truc le moins économique au monde, la marche, ou une combinaison de tous ces modes-là? On vous laisse répondre. Quelques-uns quand même. 166. Je pense que alors, on peut fermer le vote. Très curieux de voir. Alors, on a 47 % des gens qui sont venus en transport en commun. On est au centre-ville, c'est bon? Et des automobiles, des automobilistes en minorité, c'est quand même assez rare. Vous êtes vraiment une foule singulière. Mais on est au centre-ville, donc on est au centre-ville, quand même. Mais je veux dire, c'est encore drôle. Hein. Martin Trépanier, vous êtes professeur titulaire au département de mathématiques et de génie industriel à Polytechnique. Vous êtes co-directeur du CIRELT, d'ailleurs.
Les modes partagés, c'est quand même un rôle important, ça, les modes de transport partagés, dans le développement d'une mobilité harmonieuse. Oui, je dois juste revenir là, parce que la réponse était H, parce que vous avez tous marché, donc vous avez tous combiné au moins 2 modes pour venir. Même si vous êtes en voiture, en transport en commun, non, je fais une blague. Oui, effectivement, les modes partagés, c'est quelque chose qui est de plus en plus, bon, on le vit de plus en plus à Montréal et ailleurs. Et ça peut être en partie la réponse. Et l'élément clé est la flexibilité. Et je vais revenir un peu là-dessus. Si on parle beaucoup d'économie de partage, bon, c'est dans l'air du temps, les Airbnb de ce monde et autres, c'est sûr qu'au niveau de l'automobile, au niveau du vélo partage, c'est pas différent, ça fait partie du mouvement. Et si on revient un petit peu dans l'historique, au niveau québécois, il y a une entreprise telle que Communauto, qui a été démarrée par un gars qui s'appelle Benoît Robert, qui a fait son mémoire de maîtrise à Québec fin 94, 1394. Donc, c'est pour ça que l'université mène à tout, finalement. Et qui a décidé de démarrer cette entreprise qui s'appelle Communauto, qui aujourd'hui a plus de 70 000 membres. Là, à chaque fois, ça augmente. 2500 voitures sont un peu partout au Canada, il y a même à Paris. Donc, c'est quelque chose qui est exponentiel, qui augmente beaucoup. Et ça reste quand même une compagnie privée, une compagnie québécoise, qui n'est pas subventionnée. Donc, le fonctionnement n'est pas subventionné, non plus que Car2Go d'ailleurs. Mais c'est une partie de la solution. Okay? Si on prend les 2500 voitures d'autopartage, et même si chacun utilisait une voiture le matin, ça ne remplacerait pas beaucoup plus qu'une ou 2 rames du métro de la ligne orange. Okay? Donc, il faut être réaliste. Donc, il faut voir ça comme un élément complémentaire à d'autres modes, et c'est un peu la clé pour l'usager d'aujourd'hui. Donc, pour ne pas désespérer suite à ce qu'on a entendu tout à l'heure, il va falloir peut-être apprendre à mieux utiliser les modes de transport dont on dispose, sans nécessairement en acheter plus ou en investir dans plus. Bien, évidemment, le transport en commun a quand même sa noblesse, mais dans certains cas, au niveau des modes privés, peut-être qu'il va falloir réfléchir autrement. Bon, l'autopartage, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Je pense que les gens ne sont pas tous familiers avec le mode de Communauto ou Car2Go. Il y a quand même plusieurs types d'autopartage. Il y a l'autopartage basé sur des stations où les usagers peuvent aller réserver une voiture et emprunter la voiture pour parfaire des déplacements qui ne sont pas habituellement les déplacements pendulaires pour aller travailler. Et ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas que l'autopartage devienne un remplacement des modes pour se rendre au travail, à moins évidemment de circonstances exceptionnelles, quand il y a par exemple des gens qui vont travailler à des endroits où il n'y a vraiment pas d'autres modes pour se rendre. Il y a aussi l'autopartage en libre service, donc les VLS, les petites voitures Car2Go et automobiles. Vous savez, je ne sais pas si vous savez que Communauto a plus de voitures en VLS que Car2Go actuellement à Montréal. Il y en a à peu près 1000. Il y a 400 Car2Go. Et ce sont des voitures que vous prenez sur la rue et que vous laissez à quelque part sur la rue. Donc, ça aussi, ça a son utilité. Et on a fait plusieurs études, évidemment, sur l'utilisation de l'autopartage. Juste pour vous donner des petites informations au niveau des bénéfices, parce qu'on se demande, bon, c'est quoi les bénéfices de ces services? Est-ce qu'on n'ajoute pas plus de voitures, justement, sur le territoire? On veut réduire le nombre de voitures et on encouragerait l'augmentation du nombre de voitures en autopartage. Je vous dirais que le premier bénéfice d'autopartage, c'est que les gens ne vont pas s'acheter une voiture individuelle ou vont se départir de voitures actuellement. Donc, c'est un élément qu'on a fait ressortir. Et dans nos études, on a même montré qu'au niveau du plateau Mont-Royal, donc la partie centrale de Montréal, où dans certains coins, il y a plus de 50 des ménages qui sont membres d'un service d'autopartage, l'autopartage a réussi à ralentir l'augmentation de la motorisation. Donc, on n'a pas renversé la motorisation. On n'est pas aussi fort que les compagnies automobiles et toute la publicité automobile qui va autour, mais ça a contribué quand même à ralentir la chose. L'autre élément, c'est évidemment le fait qu'une personne, c'est-à-dire un conducteur qui va utiliser une auto d'un service d'autopartage, va quand même utiliser sa voiture beaucoup moins, même cette voiture-là, va l'utiliser beaucoup moins qu'une voiture individuelle. Donc, le fait que ce soit une voiture en autopartage, de par sa caractéristique, va être beaucoup moins utilisé. Donc, effectivement, ce sont des bénéfices environnementaux tangibles, sans compter que les voitures en autopartage sont des voitures de moindre consommation d'essence. Okay? Les Smart, des Communauto ont beaucoup de voitures électriques et hybrides. Donc, en partant également, il y a une question de taille de la flotte et de taille du véhicule.
Pourquoi tous ces services? Pourquoi le vélo partage? D'ailleurs, Bixi, qui a fait tant de controverses lors de sa mise en place, où les gens disaient « Comment ça, c'est pas rentable? » Ben non, mais le transport en commun non plus, ce n'est pas rentable. Et Bixi coûte, quoi, 1 ou 2 du budget de la STM. Donc, pour tout ce que ça apporte à Montréal, je pense que c'est un moindre, absolument c'était pas à discuter. En tout cas, aujourd'hui, on ne le discute plus, le fait qu'on doive subventionner ce genre de service. Donc, pourquoi? Bien, c'est pour la flexibilité. Les gens ont besoin de flexibilité et c'est ça la clé de l'avenir. Et on parle souvent de Montréal, plateau Mont-Royal, mais il faut sortir un peu, il faut aller en banlieue, il faut aller dans les régions. Il y a de plus en plus de choix qui s'offrent aux utilisateurs et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est-à-dire qu'on va avoir des façons de se débarrasser de l'auto solo, de l'automobile individuelle. Ce ne sera pas facile. Il va peut-être aussi falloir contrôler la façon dont on se motorise au niveau de la taille des voitures, parce qu'on pourrait très bien actuellement revenir aux tailles de voitures des années 80-90. Avec les moteurs actuels, on aurait peut-être des 30-40 d'économie d'essence et de GES, si on voulait vraiment faire quelque chose. Donc, on n'a pas nécessairement de besoin de se motoriser plus. On a peut-être des besoins de se déplacer plus intelligemment, d'utiliser les modes, d'avoir ce qu'on appelle le cocktail transport, donc la flexibilité des modes. Donc, c'est la clé. Il y a des raisons d'espérer, mais comme vous dites, c'est incroyable. On s'achète des autos de plus en plus lourdes, qui consomment de plus en plus, mais les moteurs sont plus efficaces. Fait que si la Honda Civic 90 avec le moteur d'aujourd'hui, je veux dire, ça ne consommerait plus. J'ai l'exemple souvent dans mes présentations de la Corolla, la 1995 par rapport à celle d'aujourd'hui. 500 kilos de moins, celle de 95. Évidemment, les caractéristiques de sécurité n'étaient peut-être pas les mêmes. 14 cm de moins en 95 pour la Corolla, et la Corolla de 95 consommait exactement la même consommation au 100 km qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on réduirait la consommation de manière phénoménale. Bon, évidemment, c'est peut-être trop facile, puis l'industrie automobile ne m'aimera pas, mais c'est clair qu'il y a des solutions. Il y a des solutions qui existent actuellement. Les services d'autopartage, les services de vélo-partage, ça ne demande pas des investissements faramineux. Il y a des choses qui peuvent être mises en place. On ne parlera pas de déplacement interurbain, Catherine, mais il y a aussi les mêmes enjeux au niveau interurbain. Je n'ai pas parlé de mobilité des marchandises. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Les camions ne votent pas. Les gens veulent se faire livrer leurs colis le matin même ou l'après-midi même à la maison. Il y a une explosion du nombre des livraisons. Ce n'est pas durable. Le développement durable, on ne peut plus... On ne pourra pas, le réseau logistique actuel, les entreprises n'arriveront plus. Donc, il va y avoir beaucoup de réflexion à faire, mais ça ne demandera pas nécessairement de se cloîtrer dans nos maisons, puis d'arrêter de se déplacer, puis de subir son sort enfermé et enchaîné chez nous. Il va falloir trouver une façon de mieux se déplacer. Merci beaucoup, Martin. Et on va terminer... avec une question, Catherine aime beaucoup ces chiffres-là qui nous font revoir, elle revire complètement la manière dont on conçoit notre rapport, notamment au transport en commun. Combien, selon vous, doit-il y avoir de passagers dans un autobus pour que la consommation d'essence par personne soit la même que pour une automobile? Est-ce que c'est moins de 10 personnes? Est-ce que c'est entre 10 et 20 personnes? Est-ce que c'est entre 20 et 30 ou plus de 30 personnes? Vos réponses. Pas facile, hein? C'est pas intuitif nécessairement, cette réponse-là. On va fermer le vote, on va regarder vos réponses. Et donc, moins de 10, il y a 34 qui disent moins de 10, il y a 41 qui disent entre 10 et 20. Et donc, on a proportion égale qui disent entre 20 et 30 et plus de 30. Et je vous dis tout de suite, préparez vos questions si vous avez des questions à tous les panélistes. Donc, dans quelques minutes, on va passer à la période de questions. Les gens qui êtes en ligne, vous pouvez poser votre question d'ailleurs par nos réseaux sociaux et on les relaiera aux gens dans la salle. Catherine, revenez-nous là-dessus. Je vais revenir tantôt là-dessus. Mais tantôt, on a plein de temps, évidemment. Il reste comme 4 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que cette question, la première fois que je l'ai formulée, c'est parce que j'entendais continuellement, j'entendais dans l'autobus, les gens qui conduisent dire les bus roulent vite. Les bus sont vides. Les bus sont vides. Et là, dans ce temps-là, ça m'agace vraiment beaucoup. Et là, ça génère ce genre de questions et ce genre de mesures. Moi, je vais revenir sur certaines choses, parce qu'à la réponse que je donnais généralement, bien, peut-être que les bus sont vides, mais les autos sont vides aussi. Donc, évidemment, quand on regarde
vous vous amusez sur le coin d'une rue à regarder les autos, on sait que les voitures, on transporte vraiment beaucoup de vide. On transporte des sièges vides, beaucoup de sièges vides. Et quand on fait des calculs un peu plus précis, quand j'ai dit au début, saviez-vous que nos routes ne sont pas utilisées à pleine capacité, même en pointe? Bien, clairement, parce que si vous comptez le nombre de personnes en plus qu'on pourrait transporter, on pourrait en transporter vraiment beaucoup. Et quand on fait des calculs en pointe, là, on est à des taux d'utilisation, les automobiles sont utilisés à peu près à 22 % Puis les taux d'occupation les plus élevés, ce n'est pas en pointe qu'on les observe. Donc là où le réseau est le plus congestionné, on a les voitures qui sont très vides et peut-être plus vides avec les véhicules autonomes. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est des éléments de réflexion que j'amène pour voir quelles sont nos pistes de solutions. Quand on fait des sciences, là, puis on veut optimiser, on se dit, mais quel usage tellement inefficace de nos espaces quand on regarde ça. Et là, j'avais souhaité que l'image, on déshabille complètement puis qu'il y ait juste la personne assise là, pour montrer qu'on est vraiment drôle, tous assis à des distances très éloignées. Là. Mais bon, c'est à ça que ça ressemble. Et ça change aussi la relation quand on voit quelqu'un dans sa voiture et qu'on est piéton et qu'on veut traverser. On se dit, bien, il est juste assis comme ça. Si je le déshabillais, on serait deux à vouloir traverser. Hein? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les véhicules passent vraiment beaucoup de temps stationnés. On a beau refaire des calculs, on arrive toujours, même en étant très généreux, à quelque chose comme 95 % du temps stationné. Ça veut dire qu'on paye vraiment beaucoup d'argent pour stationner notre voiture. Qui nous attend. Moi, quand on regarde les stationnements, on se dit qu'on investit vraiment beaucoup dans les vestiaires. Et souvent, nos vestiaires sont dans les plus beaux endroits. Et là, je me suis dit, dans ma maison, je me demande qu'est-ce qui se passait si je mettais tous les vestiaires dans mon salon. Parce que c'est un peu ce qu'on fait dans nos villes. C'est qu'on dédie vraiment beaucoup d'espace sur les rues, dans des espaces publics qui vont être utilisés par des particuliers, hein, peut-être 3 personnes différentes qui vont utiliser un espace qui pourrait être utilisé par la collectivité. Donc, ça amène quand même plusieurs réflexions. Bon, là, je sortais du train et j'ai pris le stationnement, là, parce que ces usages, évidemment, c'est pas plein tout le temps. Puis on a cette philosophie, là, peut-être que je pourrais cogner pour la première fois, de dire on va designer pour le quart d'heure le plus occupé ou pour la veille de Noël quand il va y avoir plein de monde, mais le reste du temps, on a quand même des espaces qui sont peu utilisés. Ça, pour moi, c'est des potentiels de valorisation. On peut faire d'autres choses avec ces espaces-là. Mais là, il faut choisir comment on fait notre calcul. Qui a le plus de valeur? Est-ce que c'est la personne qui veut se stationner ou c'est celui qui veut arriver avec son vélo? Parce que dans le même espace, on pourrait stationner plus de vélos. Ou c'est les enfants qui voudraient faire du vélo dans la rue sans nécessairement se faire tuer? Ou, bon, ou les mères qui sont extrêmement paranoïaques parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants se fassent tuer. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'on a fait comme calcul, c'est de mutualiser. Mutualiser, ça veut dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qui arriverait si, bon, tout le monde donne sa voiture à la collectivité, puis ils continuent quand même à se déplacer comme ils se déplacent aujourd'hui. Donc, ils conduisent pour faire les mêmes déplacements, mais la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir leur propre voiture, ils vont marcher comme 100 ou 200 mètres pour aller chercher un véhicule partagé. On arrive à enlever 500 000 autos. Pas 100, 500 000. Et plus si les gens marchent un petit peu plus. Puis on pourrait marcher facilement 300 mètres pour aller chercher un véhicule. Donc là, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose d'absurde. Parce que si c'était nos finances personnelles et qu'on gérait, on optimiserait ça, nous, là, nos affaires. Mais là, c'est chacun qui prend ses décisions. C'est absolument pas optimisé comme système. Il n'y a aucun être humain qui est conçu comme ça. Fait que la ville est très mal optimisée parce qu'il y a des choix qui sont faits de façon individuelle sans tenir compte des incidences que ça a. Donc, il y a un potentiel de réduction du nombre de ces objets, puis on sait qu'ils produisent beaucoup de polluants, ces objets, quand on les construit, quand on veut s'en débarrasser. Donc, il y a ce potentiel. Troisième élément de réflexion, c'est que le transport en commun, quand on y pense très bêtement, c'est vraiment juste plus efficace qu'un véhicule. Alors là, j'ai sorti juste quelques petites affaires. Là. Un bus classique, c'est 2,5 fois plus long, mais ça contient 15 fois plus de personnes. Bon, ça, c'est la première chose. Juste avec ça, on se dit, mais pourquoi c'est si compliqué de mettre des voies réservées? Il est où le problème de calcul? C'est presque juste des additions. L'autre chose, une voie qui est dédiée au transport en commun va transporter jusqu'à 6 fois plus de personnes. Là, ce qu'on a comme problème en ville, c'est un problème de capacité de transport de personnes et de marchandises. On ne veut pas transporter le véhicule nécessairement. On veut que les personnes puissent se déplacer. Si on fait une approche d'optimisation, on va se dire, bien, tabarouette, la rue qui transporte par bus, c'est sûr que c'est plus efficace. Alors, pourquoi c'est si compliqué d'implanter des voies où on va transporter 6 fois plus de personnes? C'est ce qu'on cherche comme solution. L'énergie. Je vous l'ai posé la question au début. Combien ça prend de passagers dans un bus pour que l'énergie requise pour transporter une personne sur 1 kilomètre soit équivalente à celle d'une auto? Elle est dure à poser.
C'est comme je suis un menteur, ou les Crétois sont tous des menteurs. Là. Bon, donc, l'énergie requise. Alors, si on a une personne, 1,2 personnes par véhicule, qui est le taux d'occupation moyen, bien, ça prend 9 personnes dans le bus pour que les consommations par personne kilomètre soient équivalentes. Pas 50. Fait que quand on entend « les bus sont vides », bien, les bus sont vides. S'il y a 15 personnes, c'est pas mal plus efficace que toi seul dans ta voiture. Et ça aussi, c'est des calculs qui sont faciles. C'est pas des choses qui sont inaccessibles. Mais quand on regarde les consommations, bien, on se dit, mais c'est des chiffres très simples et pourtant, ça devrait vraiment se matérialiser dans ce qu'on fait en ville. Donc, je m'excuse, je m'emballe toujours quand je parle de ça. Je suis coupable, totalement coupable. Alors là, c'est des pistes de solutions imagées. Rapidement, la première chose qu'il faut faire, c'est planifier pour des personnes et non des véhicules. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut mesurer les impacts sur les 3 sphères du développement durable. Pas seulement les gaz à effet de serre émis, il faut avoir les impacts sur la santé, la sécurité, l'économie, tout. Il faut tous les inclure quand on fait la planification. Les enjeux d'équité sont extrêmement importants. Parce qu'on planifie beaucoup pour déplacer nos travailleurs, mais il y a bien d'autres mondes qui se déplacent sur le réseau. Il y a des personnes avec différentes limitations, il y a des enfants, des familles, il y a plein de types de personnes. Il faut en tenir compte quand on design pour assurer qu'il y a des accessibilités équitables aux services de mobilité, aux emplois et à toutes les activités sociales. Ensuite, bien, il faut multiplier les alternatives. On parlait beaucoup d'alternatives tout à l'heure. Il faut que quand on veut se déplacer, on ait plusieurs choix. Je ne peux pas juste avoir l'automobile. Il faut qu'il y en ait d'autres. Et le plan, la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec a affirmé que dans une des cibles, on aurait 70 de la population du Québec qui aurait accès à 4 alternatives durables. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça veut dire qu'on a compris qu'il faut qu'il y ait plusieurs options pour se déplacer entre une origine et une destination. Après, bien, les modes actifs. Quand on fait des calculs, il y a 24 des déplacements qui sont faits aujourd'hui avec un mode motorisé dans la grande région de Montréal qui pourraient se faire à pied ou à vélo. 1 sur 4. Plus ceux qui se font déjà avec les modes actifs. Ce n'est pas 0,2 c'est énorme ce qu'on pourrait faire avec les modes actifs. Donc, il faut les recentrer dans les solutions principales. Évidemment, la question des technologies. La technologie, pour moi, ce sont des opportunités. Il faut en profiter, mais il ne faut surtout pas que ça nous empêche de prendre les vraies décisions qui vont transformer nos villes. C'est ce que j'avais à dire. C'est comme la fin dramatique. Hein? Merci beaucoup, Catherine. Merci, Catherine Morancy. Oui, je sais, Jean. Merci, Michel. Merci, Martin. Alors...